Il n'y en a pas deux comme elle sur Europe 1. Marion Ruggieri. Vous êtes bien sur Europe 1, merci d'écouter, il n'y en a pas deux comme elle. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec toute l'équipe du journal Elle et Queen Catherine pour accueillir une femme hors du commun. Dans la vie normale, notre invitée est journaliste à France Bleu Berry, un signe. Maman d'un garçon de 17 ans. Dans la vie paranormale, elle découvre une nuit de 95, par hasard et pleine d'effroi, qu'elle peut communiquer avec les morts à condition de ne pas en tirer profit. Depuis, c'est ce qu'elle fait sur son temps libre. Elle revient sur ses expériences dans les lumières de l'invisible aux éditions Michel Lafon. Patricia Daré, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Moi, c'est moi qui suis heureuse, qui vous remercie. Vous allez bien? Ça va très très bien. Alors, on a un peu hésité avant de vous inviter. D'une part, parce que notre esprit cartésien nous met en garde contre ce genre de don. D'autre part, parce que c'est un poil flippant quand même, l'idée de recevoir quelqu'un qui parle avec les morts. Est-ce que c'est ça, exactement? Oui, tout à fait. Je parlais avec les morts, on va dire communiquer avec une dimension invisible, parce qu'il faut bien utiliser des mots, même s'ils paraissent un peu galvaudés, un peu stupides quelquefois. Je dois dire que le vocabulaire concernant l'au-delà est tout à fait désuet et stupide. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que pour les esprits cartésiens, c'est quelque chose qui n'est pas facilement abordable, mais il est vrai aussi que le doute est sain. C'est pourquoi, en étant cartésienne moi-même, je comprends qu'on puisse me regarder comme une poule regarde un couteau. Qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas, si je puis dire, un genre de Madame Irma, une charlatane, une sorcière des temps modernes Je peux pas vous le prouver là maintenant. Je peux vous dire simplement que je le fais depuis 20 ans. Avant d'en parler, je l'ai pratiqué pendant des années, mais sur mon temps libre. Ce n'est pas une profession. Je continue à dire que c'est pas une profession. Oui, vous n'exercez pas ça. Absolument pas. Vous n'êtes pas rétribué. C'est absolument inconditionnel, ces choses-là. Comment ça s'est manifesté, ce don, pour la première fois? Est-ce que vous avez eu peur? Oui, bien sûr que j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais schizophrène. Parce que ça vous est venu assez tard, en fait. Vous n'êtes pas né avec. Non, pas du tout. J'avais 38 ans. Donc, c'était après la naissance de mon fils. Donc, tout va bien. J'ai mon métier, je suis contente. Et puis arrive cette chose, j'entends une voix qui me parle une nuit, et pour moi j'étais pas en contact avec l'au-delà, j'étais schizo, je devenais schizophrène en 5 minutes alors que tout allait bien. Et cette voix récurrente me dit de prendre un papier, d'écrire, donc c'est ce que je fais, et je ne comprenais pas comment on pouvait écrire, puisqu'il n'y avait pas de pensée dans ma tête, je ne pensais à rien, qu'est-ce que je pouvais écrire? Et c'est avec ce message en écriture automatique, écrivant une chose que je ne connaissais pas et qui ne passait pas par mon cerveau, que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait plus du tout. Et sur ce message, on vous dit que désormais, désormais, je suis en contact, on va dire comme ça, avec une espèce de dimension comme prévu, on me dit. Alors ça me gêne beaucoup, comme prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Pourquoi on m'avait prévu ça? J'avais rien demandé. Et on va me mettre en contact désormais avec cette dimension, et on m'apporterait les informations, on communiquerait avec moi, je ne dois pas chercher à communiquer, quand ce serait nécessaire pour les gens pour lesquels ce serait nécessaire, inconditionnellement, comme ça. On vous choisit comme médiateur. Comme médiateur, c'est exactement ça. Et comment ça se manifeste aujourd'hui, alors? Ça continue. Ça vient à vous, comme ça, à tout instant. Vous n'avez pas un message pour nous, là? Là, pour l'instant, non. Je dois être franche, ça vient pas comme ça. En plus, c'est quelque chose de furtif, c'est quelque chose de fugace, de fulgurant, qui arrive quand on ne l'attend pas. J'ai des grandes fulgurances quand je me lave les dents. J'ai toujours fait le rapprochement. Je me dis, est-ce que le fait de se frotter les dents peut déclencher? Ce sont des voix ou pas forcément? Alors, il y a eu des voix au début. Il y a eu des images qui sont apparues aussi, et ça m'a fait très très peur. Et puis maintenant, ce sont des pensées. Des communications dont je ressens dans mon corps comme une espèce d'énergie, encore un mot très galvaudé, et puis des pensées immédiates de communication, une espèce de message. Florence. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que les médiums, vous critiquez pas les médiums, mais vous dites, quand les gens vont les consulter, qui disent j'ai parlé avec mon grand-père, en fait, vous pensez que le médium lit dans la tête de la personne qui est en face de lui, plutôt que de rentrer en contact vraiment avec Absolument, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité chez les médiums ou chez les gens qui ont cette hypersensibilité de rentrer en contact, alors pas forcément dans la tête, mais dans ce qu'on appelle l'aura, encore un terme qui est très galvaudé puis qui me plaît pas du tout. Tous les termes un petit peu orientaux qui ont été hyper utilisés me plaisent pas beaucoup. On commence, en fin de compte, l'être que nous sommes commence bien avant le corps physique que nous sommes. Et le médium qui s'approche de la personne bien après la fin du corps physique. Bien sûr. On commence à avoir les informations. Là, par exemple, je suis à côté de vous, Olivia. Eh bien, je ressens déjà des informations. Alors, il faut que je les décrypte. Et le médium, qu'est-ce qu'il fait? Besoin de vacances, Olivia. Oui, ça. Et il commence à avoir les informations là, c'est-à-dire elle est triste, elle est stressée, elle a perdu quelqu'un.
Et puis, comme il est médium, il va plus loin. Il y a un homme qui est mort dans sa famille, ça doit être son père. Et là, il a les infos, il n'a pas besoin d'être en contact. Mais est-ce que la mort c'est sympa, puisque la mort vous parle, rassurez. Non, mais il y a des salopards aussi, il y a des vrais salopards. Oui, voilà, il y a les anges gardiens. Mais comment ça se passe là où est-ce qu'on vous raconte? Alors, moi, j'aime bien savoir comment ça se passe, mais on me dit pas tout, parce que je suis pas je n'ai pas la capacité spirituelle, je dirais, plus qu'intellectuelle, de comprendre. On me dit, tu peux pas comprendre. En fin de compte, parce que les mots ne s'accordent pas, et même les pensées que nous avons ne s'accordent pas forcément avec certaines réalités. Il y a des défunts qui sont super sympas, puis il y a des défunts qui sont des vrais salopards, il faut fermer la porte immédiatement. C'est comme ici, en fait. Ouais. C'est comme quand on ouvre la porte de la maison, il y a des gens qui rentrent qui sont absolument pas fréquentables et il faut les chasser, puis d'autres qui sont plutôt sympas, avec qui on va passer un bon moment. C'est exactement la même image. Alors, vous parlez aussi avec Napoléon et Jeanne d'Arc. Ah oui, et Gilles de Rais. Je sais que ça, Gilles de Rais. Je sais que ça fait compagnon ça de fait Jeanne bizarre, d'Arc. je le sais, je le conçois. Est-ce que genre vous pouvez nous dire des nouvelles ou pas? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils vous disent, ou est-ce que c'est trahir le secret de la Non, il n'y a pas de confession? secret. C'est-à-dire que, en fait, je racontais pour Napoléon. Alors c'est vrai, Napoléon, ça fait tout de suite entonnoir sur la tête à Sainte-Anne bientôt. Enfin bon, mais en fait, il s'est passé cette chose-là. Et comme elle s'est passée et que j'ai transmis les messages à la famille Bonaparte, aux descendants. Vous lui avez dit, et il vous a dit notamment qu'il n'était pas enterré, ce qu'on sait, aux Invalides. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Ah bon? On en a parlé après. À l'époque, on ne le savait pas encore. Dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup des objets, des tables que vous touchez, où vous lisez l'histoire, et vous parlez des bijoux de famille qui transmettent. Donc, vous lisez pas seulement dans les gens, vous lisez aussi dans les objets, et qu'un bijou transmet une histoire, et donc il faut se méfier peut-être des bijoux qu'on peut porter de son arrière-grand-mère. Que tout est enregistré partout. La matière enregistre. Donc tout ce qu'on dit là va être enregistré non seulement dans les ordinateurs, mais aussi dans les murs, partout. C'est empreint de toutes les ambiances que nous dégageons. Toutes les émotions que nous dégageons sont enregistrées. Donc une bague qui a été portée pendant des décennies par quelqu'un va enregistrer toutes les joies, mais toutes les peines également. Pour ça, il faut jamais acheter de bijoux d'occasion. Je conseille de ne pas le faire, parce que c'est très lourd à porter. Et quelquefois, les gens me disent, non, je porte rien d'ailleurs, je n'ai aucun bijou. Et je dis souvent, les gens me disent, j'ai acheté une bague, et puis depuis, je suis un peu triste. Et voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent ce qu'a émis la bague qui est une information de tristesse. Alors, ce livre est extrêmement positif. Je crois que c'est ce qui en fait son charme, un peu flippant parfois. Avec ce livre, est-ce que vous ne tirez pas profit de votre don indirectement? Oui, vous voulez dire en faisant un livre. Voilà. Mais le but, c'est en fait, oui, parce forcément, que les esprits, enfin, je ne sais pas. Non, alors ça, c'est autorisé, mais après, faut, voilà. Ah bon, d'accord, il y avait un codicile. Mais je veux dire, je continue, moi, à faire Vous allez leur reverser un petit quelque chose. Ah, oui, forcément. Non, mais je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Votre métier de journaliste. Non, et puis aussi d'aider les gens inconditionnellement, je continue évidemment. Comment ça se passe? Les gens vous contactent? Oui, alors les gens me contactent, et puis je ressens si je peux faire ou pas, parce que tu peux pas toujours faire. Et puis, si je peux faire, je fais. Volontiers, voilà. Et voilà, comme par hasard, Alexandre Adler qui passe dans le couloir et qui a préfacé votre livre. Il n'est jamais passé dans le couloir depuis le début de cette émission. Patricia Daré, merci d'avoir été avec nous. Votre livre s'appelle Les Lumières de l'invisible aux éditions Michel Lafon. Et à mon avis, ça va être un best-seller. On se retrouve dans un instant avec tout ce qui a bruissé cette semaine et l'humoriste belge Stéphane de Groot en questionnel. À tout de suite sur Europe 1.